On va terminer sur la problématique de la vie privée dans ce contexte-là, parce qu'on est typiquement dans le cas de figure où la loi va se traduire en code, et la meilleure façon d'appréhender le futur de nos lois sur la vie privée, c'est de se regarder finalement du côté des gens qui sont déjà dans la manipulation de données privées, comment eux abordent le problème et comment ils l'ont codé. Et ils l'ont codé de façon assez intéressante. Le dernier événement en date qui leur a fait repenser la façon de faire leur code pour gérer de la donnée personnelle, c'est, coup de bol, le traité de Lisbonne. Donc ils sont formatés sur un cadre européen des données personnelles. Et ils ont avancé des notions intégrées dans leur logiciel comme l'anonymisation. C'est-à-dire qu'il est possible de manipuler des éléments qui contiennent des données personnelles sans y avoir accès. Il est possible d'avoir des accès différenciés. Typiquement, si vous êtes la CIA, vous avez accès à plus d'informations que si vous êtes le FBI. Vous avez accès au même système, vous avez votre login, votre password sur Palantir, vous manipulez des tonnes et des tonnes d'informations pour faire vos investigations, mais si vous êtes du FBI, bien, certaines informations, vous n'aurez pas. Et si vous êtes de la CIA, vous les aurez. Ils ont granularisé le truc au point qu'il n'y a pas que la CIA et le FBI, mais vous pouvez imaginer des tonnes et des tonnes et des tonnes d'individus qui ont accès à ce système pour des besoins divers et variés. Ça va de l'investigation financière à la lutte contre le terrorisme, en passant par la lutte contre le trafic de drogue ou la prostitution ou n'importe quoi. Et chacun a un accès spécifique à des données personnelles, plus ou moins larges. Ils sont capables d'auditer en temps réel l'usage de leur système. C'est-à-dire que tous les gens qui ont accès au système de Palantir, ça va représenter à terme des centaines de milliers de personnes. Tous les gens, on traque leurs usages en temps réel. Qu'est-ce qu'ils en font? Et on stocke l'usage de ce que ces gens-là font en temps réel. Ne vous faites pas d'illusions, la seule et unique raison pour laquelle ils font ça, c'est pour éviter d'avoir ce scénario à nous. Autre élément intéressant, ils évitent de centraliser les données. C'est-à-dire Palantir, c'est vraiment un truc qui va se connecter à des myriades de bases de données externes, qui à la limite ne sont même pas des bases de données, sont juste des stocks d'informations un peu difformes. Ce qui, d'un point de vue des responsabilités juridiques, est assez intéressant. Et ils ont déjà pensé le truc, c'est accès granulaire à une myriade de personnes qu'on va surveiller dans leurs usages d'outils de surveillance, et c'est tout. Et c'est comme ça qu'ils vont aller fourguer le système à un État, quel qu'il soit. Ils vont leur dire, ok, c'est quoi la loi sur la vie privée chez toi? Eh ben, les flics ont le droit d'avoir accès. Ben, on va faire un accès type police, un accès type service secret, un accès type gendarmerie, un accès type douane, un accès type inspecteur de fisc, un accès type enquête financière, un accès type DCRI, un accès type direction des renseignements militaires, un accès. Et chacun de ces rôles, exactement comme vous avez différents rôles dans un blog, vous avez un administrateur, un éditeur et un auteur, ben là vous allez avoir une multitude de rôles qui correspondront à autant de fonctions dans un État et autant de droits d'accès à de l'information privée. Et là, on est à fond dans le codage de la vie privée. Et donc, vous avez une bonne preview de ce que donnera la fameuse loi sur la vie privée promise par Fleur Bérin, vue du point de vue du code. Parce qu'évidemment, tous ces outils sont en usage en France. Et comme on est en train d'installer du Deep Packet Inspection sur les réseaux français, ça on a vu ça le cours précédent, on va avoir une quantité invraisemblable de données personnelles qui seront à disposition de tout un tas d'acteurs, que ce soit les fournisseurs d'accès ou les États, qui leur permettront de faire une quantité invraisemblable de choses. De l'optimisation marketing, tout comme de l'investigation criminelle, tout comme de la lutte contre le terrorisme, tout comme étudier comment se propagent les idées au sein de la société, ou comment s'organisent les réseaux d'alternance politique, ou comment s'organise une résistance, etc., etc., etc. Tout ça, il y a déjà aujourd'hui des outils pour gérer, appréhender et surveiller tous ces trucs-là. Il ne manque plus que la loi pour donner un cadre légal à tout ça.